Maintenant, le premier panel, les options novatrices pour les programmes GRA avec le modérateur student person de MNP qui commandite ce panel. C'est à toi. Stu, merci et bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Stuart Pearson. Je vais modérer ce panel. Les options pour la gestion des risques de l'entreprise. Ces programmes doivent être une protection pour la production et les interruptions qui vont au-delà du contrôle des agriculteurs. Ces programmes ont été conçus pour donner un appui et étaient efficaces, mais ils ont été réduits au cours des années par les différents gouvernements et le changement important a été effectué en 2012. Cette série de programmes ne se conforme pas aux besoins des producteurs. Nous avons qui font face à de plus en plus de règles. En considérant le partenariat en 2023, on va parler des occasions et des défis et parler de comment les nouveaux outils peuvent façonner la programmation pour offrir des avantages aux agriculteurs canadiens. Nous avons un panel très divers des producteurs de l'horticulture, du bétail, des céréales et des académiciens qui ont étudié l'agriculture. Nous avons envie d'écouter les idées. Alors, nous pouvons rencontrer ces gens. D'abord, Tyler Fulton, producteur de bétail du Manitoba. Ensuite, Dave Seff, de la pépinière Goldenburst Nurseries de la Colombie-Britannique, professeur de l'Université de Guelph, et le dernier par le même Grandman, professeur aussi de l'Université de Guelph. Je pense que Mary en a parlé déjà. Nous aurons une foire aux questions après la présentation. Vous pouvez poser des questions dans la clavardation avec votre nom, le nom de votre organisation et le nom du panéliste à qui on pose la question. On vous demande d'attendre la fin de la présentation pour poser la question. Alors nous pouvons commencer. Je vais commencer avec ma présentation. Est-ce qu'on peut présenter mes diapos? Vous avez vu dans la biographie, j'ai grandi en Saskatchewan sur une ferme de céréales. Je continue à travailler à la ferme et j'ai une perspective directe que je peux appliquer à ma carrière où je dirige des conseillers partout au Canada. Ce groupe rend à plus de 18 000 producteurs et ça nous donne une perspective générale comment le milieu a évolué depuis 25 ans. La prochaine diapositive maintenant. Maintenant, nous allons parler de comment les producteurs parlent de la GE, quels sont les défis et quel pourrait être le voir vers l'avenir. La prochaine diapositive. Maintenant, je peux dire que MNI a fait des observations dans le débat sur le GR entre les gouvernements et les groupes de producteurs. Ce sont des observations et pas des conclusions. Je vais en présenter plusieurs aujourd'hui. D'abord, c'est que les programmes qui existent restent déficients. On entend des commentaires sur les programmes dans l'agri-stabilité, entre autres, qui suggèrent que les programmes sont brisés, ne fonctionnent pas, ne sont pas utiles dans le temps et ne sont pas prévisibles.
Mais ces programmes existent depuis 25 ans et les programmes continuent à exister et c'est contredit partiellement ces commentaires négatifs. La prochaine diapo. Les programmes ne sont pas transparents. Les perspectives commerciales sont nécessaires pour comprendre. Par rapport à l'observation, on voit que les critiques ne sont pas toujours justes. Et on manque d'inscriptions dans ce domaine. Les investissements en argent et en temps sont nécessaires si nous voulons avoir une acceptation plus générale de la programmation. Cette observation s'applique aux producteurs, au gouvernement, aux comptables, mais pas forcément à tous les intervenants. Il y a des gens qui sont très au courant de tous ces sujets. Les questions sur le rôle des gouvernements et les responsabilités des gouvernements doivent avoir des réponses. Étant donné la diversité des demandes au gouvernement, il est clair qu'il y a toute une série d'opinions sur le soutien que le gouvernement ou l'assurance devrait rendre disponible aux producteurs. Est-ce que les producteurs savent vraiment ce que nous voulons et ce qu'on demande? Est-ce que c'est raisonnable? L'approche utilisée par le passé dans l'industrie, quand on demande des changements, le GRE ne fonctionne pas forcément comme prévu. Tout ça s'applique aux 3 observations antérieures. Pour que les demandes puissent être utiles dans le temps, il faut mieux comprendre les programmes déjà disponibles, dire clairement ce qu'on veut par rapport au rôle et responsabilités du gouvernement et arriver à la table avec des demandes clairement définies en tenant compte des différents secteurs, en travaillant vers des objectifs unifiés pour toute l'agriculture canadienne. Et enfin, comme la taille des fermes augmente, il y a beaucoup de programmes qui sont moins efficaces. Que ça nous plaise ou non, les fermes sont de plus en grandes. Mais on se plaint du fait que ce sont des entreprises, de grandes entreprises, mais la plupart des fermes appartiennent encore aux familles. Et elles sont fondamentales pour la stabilité de notre économie. Si on veut vraiment protéger la production agricole, on doit refléter ça dans des options stables. La prochaine diapo. En concluant, en voyant le GRE au Canada, nous voyons qu'il y a des cises solides qu'on a mis des années à bâtir. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Tout à fait. Les propositions du gouvernement sont positives et vont augmenter les possibilités pour les agriculteurs immédiatement. On espère que ça va fonctionner dans toute la province. En regardant le nouveau cadre pour 2003, on voit qu'il y a beaucoup plus qu'on peut faire pour le GRA. Avec la participation du public et les idées des panélistes, peut-être qu'on peut faire un autre pas dans le bon sens. Merci. Alors, maintenant, je vais demander à Tyler Bolton de faire sa présentation. Tyler, vous avez la parole. Merci à toutes et à tous. Est-ce qu'on peut présenter? Très bien. Je vais commencer par parler de notre exportation pour vous parler de notre perspective. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. En plus de ma femme et nos enfants, nous exploitons Titan Farm Limited. Nous avons 600 têtes de bétail, inaudible. Mes grands-parents ont commencé le travail et mes parents continuent à travailler sur la ferme. Nous avons environ 6000 acres. Nous avons
des pâturages, la production pour l'hiver. Nous avons à peu près 300 acres de maïs et nous avons 300 acres de plus de céréales foragères pour la production. Pour vous donner une idée, nous sommes dans la minorité dans notre région parce que nous avons des vaches et des veaux. Maintenant, il s'agit d'une région qui est surtout pour la production des récoltes. Le pâturage commence en mai. On déplace les troupeaux dans les différents stalles, normalement 2 fois par année. Nous avons un programme qui s'appelle MVP Plus. C'est la vérification du bœuf. Ça fait partie de la table ronde élargie du Canada et on utilise les protocoles de certification de l'UE. Alors, quand j'étais jeune, à la fin des années 80, ma mère travaillait pour un organisme fédéral. Elle devait régler la faillite des fermes, que la crise agricole et la sécheresse avaient laissé depuis le début des années 80. Vous l'avez peut-être connu directement, vous avez entendu parler des taux d'intérêt qui étaient autour de 15%. Pendant plusieurs années, dans les prairies, on avait une sécheresse. Ça a créé plusieurs faillites et ventes qui ont exigé la participation des gouvernements. Elle a parlé de ses expériences et je m'en souviens très bien. Et ça fait que la gestion du risque est très importante pour moi à la ferme et en dehors de la ferme. Après avoir obtenu mon diplôme en commerce agricole, j'ai commencé à travailler pour une coopérative de porc. Prochaine dia. En 2020, l'année était très difficile pour nos exportations. Les prix pour les veaux d'un an ont eu un impact très négatif à cause de la pandémie. Les prix ont baissé de 20% en moins d'un mois et c'était occasionné par la fermeture générale et exacerbé encore plus par les interruptions dans les usines de transformation en Alberta. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes, surtout dans le deuxième trimestre de l'année dernière. On a connu aussi du temps très, très sec et ça réduit le rendement de foin de façon draconienne. À part, on ne pouvait pas recevoir de soutien. Nous avons très peu de dépenses admissibles. Nous sommes plutôt autonomes dans le contexte des dépenses qu'on peut déclarer pour l'agristabilité. Alors, ça veut dire que notre marge de référence est normalement limitée. Et ça fait que le programme n'est pas efficace, sauf quand il y a un désastre total. En utilisant d'autres assurances pour les récoltes de foin, le programme qui a eu l'impact le plus important sur le risque de la ferme, nous permet de gérer les risques pour les veaux. Le risque le plus important est appuyé par le partenariat canadien, mais se limite à la couverture des coûts administratifs. Il n'y a pas de soutien pour le coût des primes comme il y en aurait pour le programme d'assurance des récoltes.
Prochaine diapo, s'il vous plaît. Dans notre plan, dans nos pratiques, nous avons des protocoles pour la santé animale et nous participons à des programmes plus généraux qui réduisent le risque de maladies animales. Il y a 2 ans, quand on a commencé à voir l'impact de la peste porcine africaine dans le marché chinois. D'après moi, c'est l'interruption le plus importante dans l'agriculture depuis quelques années. Et je pense qu'on fait face encore aux conséquences de ce changement. Je valorise donc énormément le programme de stabilité canadienne et nous avons une identification sur les prémices, sur les lieux qui nous permettent de suivre tout animal. Nous utilisons les étiquettes quand les animaux sortent de notre ferme, peu importe leur déplacement, on peut les suivre et les tracer jusqu'ici. Une autre pratique que nous suivons est celle qui nous aide à gérer une carence dans la production de l'alimentation animale. Nous avons plusieurs récoltes qui ont un rendement différent avec les cycles secs et humides. Nous avons eu des conditions très sèches à partir du début d'août, mais nous avons eu des pluies au début de la saison qui avaient donné le rendement le plus fort en maïs jusqu'à maintenant. Avec la fava et le maïs, c'est une bonne protection pour les différentes sortes de situations météorologiques que nous avons. Et en plus, nous avons un plan de mise en marché qui protège le troupeau, le moteur de notre production. Alors, nous sommes préparés pour mettre en commercialité la plupart des veaux au début du printemps et les garder plus longtemps pour qu'ils mangent de l'herbe l'année d'après. Mais il y a aussi, si nous avons une carence d'alimentation foragère, on peut les garder et utiliser ces aliments pour maintenir les vaches. Après, c'est façon de faire notre commercialisation dans le temps qui peut protéger le moteur de la production du bétail. La prochaine diapositive. Alors, je voudrais parler des considérations pour les programmes à l'avenir. Tout secteur agricole est très unique et fait face à des défis uniques. Il semble impossible de créer un programme qui peut fonctionner pour tous les agriculteurs. C'est pour ça que les gouvernements devraient mieux appuyer les programmes dirigés par l'industrie au lieu d'en créer d'autres. Le résultat, ça va être des programmes qui abordent les risques précis dans un certain secteur au lieu d'essayer de couvrir tous les risques. Je comprends que il faut favoriser le commerce dans cette approche, mais on peut améliorer cette approche. Alors, j'ai parlé de l'assurance pour le prix du bétail. C'était très efficace et ça a comblé un écart qui était une lacune importante dans notre secteur. Mais on a offert aussi à l'industrie porcine. Mais
mais ce n'est pas très efficace dans ce secteur parce que c'est très cher. Mon expérience avec le marché porcin dans l'Ouest, une partie de mon travail c'est ce qu'on utilise pour créer un outil pour un prix dans l'ouest du Canada. Ce prix n'a pas de prime associée. Alors, c'est une chose très importante pour l'industrie. Bon, cette industrie de marge, moindre marge, qui est le cas depuis 10 ou 15 ans. Alors, l'élaboration de produits d'assurance de prix pour le secteur porcin était un gaspillage de fonds, car ce n'était pas un outil qui pouvait être bien utilisé à cause du coût qui est associé. Alors, prochain point. Il était important que tout soutien du gouvernement dans les programmes de la GRE est équitable. Alors, un soutien qui n'est pas équitable mène à des changements de profil du secteur qui aident quelques producteurs et non pas les autres. Ici, il s'agit, par exemple, du programme Agri-Assurance, un programme qui est offert à l'échelle nationale. Les secteurs qui peuvent tirer profit de ce programme d'assurance récolte avec un bon soutien du fédéral et provincial ont moins de risques associés à leur réalité. Mais il y a des secteurs qui n'ont toujours pas d'accès à de programmes. Alors, par conséquent, l'argent d'investissement et l'expansion du secteur dominent tous les autres secteurs. Alors, il est primordial qu'il y ait une égalité, équité, une chose qui serait le moteur pour ces nouveaux programmes. Et bon, écoutez, c'est un défi qui est difficile à relever. Alors, ici, le prochain point, peut-être un peu controversé. On devrait se pencher sur ou se concentrer sur la gestion de risque. Et il faut soutenir l'élaboration d'un secteur ou un programme pour une ferme en particulier. Oui, les pratiques de gestion de risque sont mieux orientées au niveau de la ferme. Je ne suis pas convaincu que Agri-Investissement donne des incitatifs pour développer ces pratiques. Alors, je suggère que on pourrait élaborer un système où l'investissement est utilisé dans un programme qui serait approuvé. Des programmes qui seraient gérés par l'association denrées ou même gérés au niveau de la ferme. S'il n'y a pas de programme qui fonctionne bien pour vous, il se peut que vous avez pu gérer vos risques par le biais de vos comptes de courtier, tout comme nous avons fait à notre ferme. Alors, il se peut que s'il y a un soutien dirigé directement pour ces pratiques, ça serait une meilleure utilisation de l'argent en vertu de l'agri-investissement. Au lieu de recevoir tout simplement un paiement en liquide sans pratique de gestion de risque qui sont assurées. Alors, je crois qu'on peut améliorer les choses pour que les programmes puissent être mieux renforcés. Je pense aux primes qu'on paye pour l'assurance, que ce soit pour les récoltes ou les prix du bétail. Il y a beaucoup de chevauchements dans cela. Et cela se trouve dans l'agri-stabilité, par exemple. Alors, si on peut concevoir un programme qui est efficace, là où ça fonctionne ensemble, où les programmes sont jumelés, je crois que les coûts seraient moins et il y aurait plus de niveau de protection. C'est-à-dire, si
on croit sincèrement que l'agri-stabilité fournit une protection de base contre les catastrophes ou contre un niveau de désastre. Pourquoi avons-nous besoin d'autres programmes qui couvrent aussi cette partie? Nous avons tout simplement besoin de couvrir le seuil là où nous voulons commencer jusqu'au niveau de catastrophe. Alors oui, on peut améliorer les choses pour qu'il y ait une meilleure efficacité vis-à-vis des programmes. Et au final, ça serait vraiment logique de travailler plus dans l'élaboration sur une éducation sur la gestion de risque. Écoutez, j'ai des préjugés là-dessus. Bon, je me suis concentré beaucoup là-dessus durant ma carrière, mais j'ai travaillé avec les producteurs porcins et cela m'a vraiment aidé à améliorer nos pratiques sur notre ferme. Et je sais que quand on dépense $1 pour l'éducation de la GRE dans plusieurs secteurs, c'est $1 qui est dépensé qui en vaut à la chandelle. Et je suis impressionné par le fait que les individus prennent cette éducation et peuvent l'utiliser et même aller au-delà. Alors écoutez, c'est réconfortant quand on sait qu'on fait partie de ce processus. Alors je crois que c'est tout. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, la pandémie de la COVID-19 nous a montré qu'on ne sait jamais les risques auxquels nous pouvons faire face à l'avenir. Alors maintenant, je cède la parole à la prochaine personne. Merci. Merci beaucoup, Tyler. Merci pour votre exposé et je suis tout à fait d'accord avec vos points clés. Alors, prochaine personne, nous avons Dave Sept. Si on peut mettre la présentation de Dave Sept à l'écran. On a encore 1 heure pour ce panel. Alors, il va devoir laisser un peu de temps pour des questions après. Merci beaucoup, Stu. Dans mon exposé, bon, je vais faire écho à ce que Tyler a dit. Je suis d'accord sur quelque chose et pas d'accord sur d'autres. Si vous avez lu mon bio, vous savez, bon, ça vous donne le contexte. J'ai 2 partenaires dans cette entreprise et je suis chanceux car les 2 ont de l'expérience pour ce qui est du commerce. Il y en a un qui travaille dans une association de paysagistes et maintenant il est membre du conseil. Et l'autre partenaire est à la retraite, il est un biologiste à la retraite. Alors entre les 3, nous avons des points de vue différents qui nous aident à modérer les choses pour ne pas aller vers le danger. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, les gens me critiquent souvent parce que je suis sur la côte ouest. Et oui, ça neige ici de temps en temps ici. Vous voyez à droite la photo ici, ce qui se passe maintenant à la pépinière. Et nous avons des plantes qui seront envoyées ou qui seront mises dans des pots plus grands. Et quand vous allez aux pépinières cette année, bon, vous allez voir beaucoup de matériaux qui proviennent de chez nous. Mon marché est vraiment régional. On travaille beaucoup avec la région de Vancouver, mais il y a beaucoup d'autres producteurs qui envoient leurs produits vers l'Est, même jusqu'aux maritimes, en Ontario et partout dans les prairies. Il y a beaucoup de choses qui proviennent de chez nous. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, nous ne qualifions pas pour plusieurs programmes à l'exception de l'agri-stabilité, agri-investissement. On ne peut pas avoir une assurance pour l'assurance récolte. Pour nous, on a un problème pour les opérations, pour que les choses puissent bouger en automne. Et le programme de paiement avancé qui est administré pour nous par... Bon, c'est un outil fantastique. Bon, les producteurs du canola se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de problèmes à gérer eux-mêmes.
et cela a beaucoup aidé notre entreprise. Alors, l'agri-stabilité, agri-investissement sont nos meilleurs outils pour gérer les choses. On a un budget très serré et on anticipe ce que nous allons faire pour l'année prochaine. Et c'est un bon outil pour voir où nous en sommes et comme ça, on peut bien gérer nos dépenses. Nous continuons à planter des graines d'opportunités avec soit des employés, des clients, des fournisseurs potentiels pour cultiver toutes ces relations pour qu'on puisse faire grandir l'entreprise. Bien qu'on fait partie d'une grosse industrie ici, dans la province, on passe beaucoup de temps à se concentrer sur la visibilité devant les clients. On a une croissance de 100% au cours des 6 dernières années, dont 1,2 million de dollars à 2,6 millions de dollars de ventes. Alors, passons à la prochaine diapo. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai des problèmes avec mon ordinateur ici. Bon, les producteurs ne sont pas seulement des producteurs. Bon, parlons un petit peu de la nomenclature dans ce programme de la GRE. Bon, le mot producteur, bon, on a bien raison avec les producteurs. Ce sont des producteurs et non pas des fermiers. Parce qu'on produit des produits qui sont consommés par quelqu'un. Et on doit être beaucoup plus qu'un fermier. Il faut avoir de l'expertise sur les entreprises, parce que vous êtes propriétaire. Il y a des gens qui ont des instructions ou ont des éducations sur la gestion des entreprises. Et bon, il y a des gens qui sont forcés dans ces rôles de gérer les entreprises, mais ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup d'améliorations qui peuvent être faites. Il y a des gens aussi qui vont prendre des décisions émotionnelles d'après ce qu'elles pensent doivent être faits. Et ces gens devraient pouvoir identifier ou peuvent bien comprendre leurs décisions. La COVID nous a montré beaucoup et cela a généré beaucoup de conversations. Passons à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Changement d'esprit doit se faire. Il y a des producteurs qui disent que le programme ne fonctionne pas parce qu'ils ne reçoivent pas de paiement. Si vous êtes à la recherche de paiement, tout simplement, bon, on se demande est-ce que c'est de l'argent tout simplement ou est-ce que c'est de l'aide? Bon, les producteurs qui font partie de ces programmes pendant longtemps ont vu une couverture qui est en décroissance, surtout quand il y a eu des coupures de financement. Auparavant, il y avait des paiements peut-être pour ces producteurs et maintenant non. Alors, ils disent que le programme ne fonctionne pas. D'un point de vue d'éducation, bon, j'ai assisté à un atelier il y a quelques années pour la GRE. Et c'était un atelier, un sujet qui était populaire. Il y avait des comptables, des producteurs, des étudiants qui ont dit qu'on devait avoir des gens devaient mieux comprendre leurs risques. Il y avait un projet pilote qui a été élaboré à l'époque, AgriShield, AgriBoucle. Et bon, on ne m'a pas dit que c'était disponible, ce programme. Alors, il y a un bon outil, mais d'un point de vue de producteur, l'information n'a pas été envoyée. C'était très utile de pouvoir examiner toutes sortes de scénarios sur la santé mentale, santé personnelle, planification pour la relève. Plusieurs producteurs vont se mettre de côté et ne vont pas prendre la charge.
il y a toujours des gens qui continuent à pousser pour aller de l'avant, des gens qui sont proactifs, des gens qui veulent trouver des solutions. Et il y a les autres personnes, 40-50%, qui vont être là de côté. Et encore un autre 40% qui vont dire, bon, on ne comprend pas, on a peur de l'inconnu. Et ces gens croient que cela crée un risque sans tirer profit des programmes. Il y a plusieurs groupes de producteurs, des associations provinciales qui ont un rôle à jouer dans la promotion de la GRE. On en a parlé récemment, certainement, surtout quand on parle de nouvelles politiques, mais bon, ce n'est pas un sujet qui est attrayant. Et je dirais même que ça mène à beaucoup de frustration, car il y a très peu de mouvements. Mais les groupes denrées et les associations provinciales devraient mieux contacter leurs membres pour faire la promotion de l'éducation, de cette éducation. Sur la diapo d'avant, je vous montre 3 points. Bon, il faut être mobilisé au sein de votre association et au sein de votre secteur denrées. Il faut être éduqué. Il faut savoir comment on peut tirer profit des programmes. Et troisièmement, il faut être efficace. Comme ça, on voit des résultats. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Il y a des choses qu'on peut facilement contrôler. Par exemple, la production, la capacité. Par exemple, si on a une assurance récolte, d'un point de vue de rendement, ça vous aide. Bon, il y a la planification financière, la main-d'œuvre. Ça, la main-d'œuvre est une chose qui est toujours un problème. C'est un problème important chez nous. On a seulement 7 acres, mais j'ai 14 employés à temps plein. Et pour la plupart d'opérations de cette taille, vous savez que bon, on a besoin de beaucoup de gens. Par le passé, on a formé une personne et cette personne est restée avec vous pendant longtemps. Mais maintenant, on a peur de perdre ces gens. Et cette peur nous empêche de embaucher une autre personne parce qu'on ne veut pas 2 personnes qui font le même travail. Auparavant, ça nous prenait 10% de notre temps pour former la main-d'œuvre. Maintenant, ça me prend 40 ou 50% de mon temps. Néanmoins, c'est un objectif qui est faisable. Il y a plusieurs initiatives sur la main-d'œuvre dans ce secteur. Il y a le programme de travailleurs saisonniers qui apporte des gens du Mexique, Guatemala, et cela a aidé à combler la lacune, mais en même temps, les conséquences, bon, les gens qui font tout le travail en bas ont déplacé toute la main-d'œuvre domestique locale. Alors, il y a des gens qui sont au niveau de gestion, mais quand ces gens prennent leur retraite, il n'y a pas de gens pour prendre la relève. Alors, cela a créé un nouveau problème et nous ne pouvons pas faire avancer les gens. Cela devient un défi. On ne peut pas prendre des travailleurs saisonniers agricoles et leur mettre dans ce rôle. Alors, nous avons un nouveau problème qui est créé à cause d'un outil qui a été créé. Alors, les groupes d'employés, que ce soit 4H, les associations du métier, rayonnement. Bon, il y a plein d'outils et je travaille là-dessus au quotidien. On a plein d'informations sur notre site web même. On travaille avec les collèges et ça prend beaucoup de travail. Même pour trouver 1 ou 2 bonnes personnes. Quand je trouve une bonne personne avec des bonnes compétences, bon, j'embauche la personne tout de suite. Bon, tout ça pour dire que bon, c'est difficile de trouver des bons employés.
D'un point de vue de marketing, bon, Tyler, lui, a un programme différent, mais nous, on vend plutôt aux districts, aux villes, aux paysagistes. Alors, on est très visible. On a un groupe beaucoup plus large. Mais même dans le secteur de lait et de volaille, je sais qu'il y a des producteurs qui font leur marketing, que ce soit pour leurs produits biologiques ou le capturage de biogaz. Et bon, tout cela aide l'entreprise. Passons à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Que pouvons-nous influencer? Et bon, on ne peut pas contrôler le temps. Ici, ça va faire bon, ça va être une journée ensoleillée. Bon, les conditions mondiales et les résultats des problèmes politiques comme la COVID, comme les barrières commerciales à cause de ces événements. Bon, il y a eu des problèmes avec le bétail, canola, production de grains avec la Chine. Bon, le producteur ne peut pas contrôler ces choses. Et c'est là où on devrait avoir un soutien du gouvernement. Il y a des groupes denrées qui sont touchés par quelques facteurs. Bon, s'il y a des problèmes partout ou s'il n'y a pas de problème, les gens vont dépenser de l'argent, que ce soit si les gens se rendent au resto. Alors, il y a des questions à poser. Est-ce que les changements de la GRE va mener à moins ou plus de risques? Il y a des risques quand on modifie quelque chose que nous connaissons bien. Mais si on fait des changements importants, on se demande quelles seront les conséquences inattendues. Est-ce qu'il y aura moins de soutien qu'on aurait voulu? Alors, il faut avancer prudemment quant à la prise de décision avec ces programmes. Souvent, il y a des conséquences inconnues, surtout quand ce n'est pas égal pour tout le monde. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Oui, tout fonctionne très bien, Dave. Est-ce que vous pouvez terminer dans 4 minutes, s'il vous plaît? Oui, oui. Bon, je peux bien entendre. Le financement. Même avec les changements, on a le même financement. Alors, on ne peut pas changer le financement. Si on ne peut pas changer le financement global, il faut voir ce que nous pouvons faire pour changer les choses. Et il faut faire preuve de courage. Vous savez que, bon, on dit que, mon Dieu, accordez-moi le courage de changer les choses que je peux changer. Bon, il faut savoir ce qu'on peut changer et ce que nous pouvons pas changer. Pendant longtemps, les associations ont voulu plus d'argent. Et si l'argent n'est pas disponible, il faut se demander comment faire la division équitablement de ce qui est là. Il y aura des producteurs qui vont voir des baisses dans quelques programmes, d'autres non. De mon point de vue, je sais qu'il y a des subventions qui ne sont pas égales dans les provinces. Mais globalement, au Canada, 2/3 des dollars sont dépensés pour l'assurance récolte. Alors, pour les secteurs qui ne bénéficient pas de cela, bon, cela représente une inégalité. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On a parlé de remplacer l'agri-stabilité avec l'assurance. Bon, si on ne croit pas qu'on va avoir une mauvaise année, on ne veut pas participer au programme d'assurance. Bon, les taux sont habituellement établis en fonction de la participation. S'il y a moins de personnes, bon, on ira plus, les primes seront plus élevées.
il y a des problèmes qu'il faut régler dans l'agri-stabilité. Je n'irai pas que c'est complètement rompu. Il y a des choses qu'on peut changer vis-à-vis des dépenses des plafonds de production, des marges de production. Je ne sais pas s'il y a un meilleur programme qui existe. Si on peut peaufiner le programme que nous avons actuellement, ça serait une meilleure chose. Prochaine diapo. Alors, dans l'agri-stabilité, les gens se plaignent de la question de prévisibilité, la couverture et le moment opportun. C'est pas au gouvernement de vous fournir un paiement si vous ne fournissez pas toute l'information au gouvernement. Il y a beaucoup de producteurs qui ne font pas la déclaration des impôts avant l'été et les documents ne sont pas envoyés à Agri-stabilité. Et ça leur prend du temps. Alors, si l'année est terminée au 31 décembre et vous ne rendez pas vos documents avant juillet, août, ça sera en novembre avant que quelqu'un vous appelle. Alors, les gens qui y travaillent, que ce soit les comptables ou les autres, les administrateurs, ont peut-être besoin de plus d'éducation. Et à la fin de l'année, souvent, tout porte sur l'inventaire. Pour Tyler, par exemple, c'est le nombre de veaux, de vaches, combien, est-ce que vous avez beaucoup de foin, etc. Ça, c'est facile à documenter et à envoyer. Il y a des retards, certainement, vis-à-vis de cela. L'année passée, quand la COVID-19 nous a frappés, la Colombie-Britannique, en mars, on commence nos livraisons pour remplir les centres. Et en Ontario et Québec, ils ont dit que tout simplement qu'on va tout simplement fermer les choses. Alors pour nous, la récolte a lieu au printemps. Et vu qu'on ne pouvait pas envoyer de produits, il y avait beaucoup de gens, Costco, Superstore, annuler les commandes. Et c'était une perte à 100% presque. Alors on a pu travailler avec le provincial pour que l'agri-stabilité puisse être poussée jusqu'à avril pour qu'il y ait une couverture de 75%. J'ai reçu un chèque la première semaine de mai. Alors, il s'agit de bonne communication, parler aux gens qui ont besoin de l'information. Cette question de rapidité d'exécution est mal comprise. Pour ce qui est de la prévisibilité, si j'appelle le bureau d'agri-stabilité, ils vont me dire demain où on en est. Je comprends bien la façon dont les dépenses fonctionnent et cela nécessite une expertise, une éducation. Mais il faut faire attention, par exemple, à la nomenclature des termes. D'un point de vue de couverture, la province a beaucoup aidé. Alors, on reçoit 10% supplémentaires pour les paiements. Et tout le monde au Canada reçoit 70 cents pour chaque dollar. Et nous, c'est un petit peu plus, 90 ou 80. Je sais que beaucoup d'argent est dépensé pour l'assurance récolte. Et souvent, ces gens ne qualifient pas pour d'autres argents. Et les choses ont changé. Les couverts, les plafonds n'ont pas augmenté. Il y a 5 millions, 10 millions d'années de revenus. Un plafond de 2 millions ou de 3 millions, ça ne va pas les aider, c'est une catastrophe. La dernière diapo maintenant. Une de plus.
les limites des marges de référence doivent être abordées, le programme doit être abordable. Il semble que certaines fermes reçoivent plus d'appui que d'autres. C'est vraiment au centre de nos problèmes. Comment résoudre ça? Ça va peut-être déranger des gens dans d'autres groupes, mais il faut effectuer des changements pour que ça fonctionne pour toutes les fermes. Je pense que l'agri-stabilité reste le meilleur modèle pour l'avenir. On a besoin d'un lien entre les producteurs pour qu'ils s'informent mieux sur leurs affaires. On devrait peut-être changer la façon dont on peut administrer l'agri-stabilité. Ces administrateurs devraient être peut-être proactifs pour payer les gens plus vite. On devrait s'occuper des dépenses pour que les programmes soient plus équitables pour tout le monde. Réévaluer les stocks en agri-stabilité. S'il y a beaucoup de céréales dans les silos et à la fin de l'année, le prix baisse énormément, vous allez peut-être avoir un paiement, mais en février, le prix peut augmenter. Alors, on doit voir ce qu'on peut faire avec les stocks et une évaluation d'un déplacement des fonds d'un modèle à un autre pour qu'il y ait plus d'équité. Nous faisons face tous à des défis, mais le traitement n'est pas le même pour tout le monde. Merci, Dave. Alors, on a très bien entendu ici. Je vous remercie. Il y a de très bonnes suggestions pour la dernière diapositive. Je pense qu'il y a des choses importantes et on va en parler dans la foire aux questions. Merci. Nous avons Alan Kerr, le prochain. Merci. Est-ce que vous voyez mes diapositives? Pas encore. Est-ce qu'on peut les présenter? Moi non plus, je ne les vois pas. Peut-être qu'il y a un problème technique. Je vais commencer alors. Je m'appelle Alan Kern. Je suis du Department of Food Ag à l'Université de Guelph. D'abord, je veux remercier de m'avoir invité. On m'a demandé de parler de deux sortes de problèmes. D'abord, le rôle de l'assurance privée en 2023 avec un nouveau cadre GEE peut-être. Et j'ai beaucoup d'expérience aux États-Unis, même si j'ai grandi au Canada, en Ontario. J'ai fait une quinzaine d'années à l'Université de l'Arizona. J'ai beaucoup travaillé avec USDA sur l'assurance récolte. Et j'ai j'ai fait beaucoup de notation des produits qu'achètent les producteurs là-bas. C'est pour ça qu'on m'a demandé de redire. Est-ce que les diapos fonctionnent? Il semble qu'elles sont là. Ah oui, on peut les voir. Nous ne pouvons pas les voir, mais vous pouvez dire à Catherine quelle diapositive vous allez utiliser. La première, l'Institut, essentiellement, je voulais mentionner. Je l'ai parlé un peu du casse-tête. Nous avons un institut à l'université sur les politiques d'agriculture et alimentaire. On veut attirer des étudiants compétents. Nous avons travaillé sur le COVID. Nous regardons les effets de la peste porcine
africaine, on avait des scénarios pour les négociations et la libération du commerce. La prochaine. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà un peu de travail dans les activités GRE, surtout aux États-Unis. Est-ce que nous en sommes là? Une diapo plus loin. Voilà, les institutions canadiennes. Merci. Comme tout le monde le sait, la politique GRE ne relève pas seulement du gouvernement fédéral. Il y a des négociations entre les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral. Normalement, il y a un cadre quinquennal. Une chose très unique ici au Canada, ce sont les sociétés d'État provinciales qui administrent la plupart des programmes et ont une incidence importante sur la structure de ces programmes, beaucoup plus que les gens pourraient penser. La prochaine diapo. Il me semble, ça fait 11 ans que je suis de retour au Canada, il me semble que le GRE est en train de se faire examiner sans arrêt, mais il y a une bonne raison pour ça. Les dépenses les plus importantes dans l'agriculture, c'est la GRE. Et il y a beaucoup d'argent qui est dépensé, on peaufine, on essaie de bonifier ces programmes. Mon observation, je ne suis pas agriculteur, je ne suis pas au gouvernement, mais de loin, j'ai observé que les modifications pour 2023 et avant étaient motivées par le taille du budget. Les gouvernements sont prêts à travailler à l'intérieur du budget si il est compatible avec le commerce, mais il y a des contraintes par rapport au volume budgétaire. Ça a été la motivation entre cultivant l'avenir 1 et 2. La prochaine, maintenant, on m'avait demandé de parler aussi des solutions de rechange. Quelles questions est-ce qu'on devrait poser? Est-ce qu'on devrait retourner à la couverture de l'agri-stabilité? Est-ce qu'on peut augmenter le budget? Est-ce qu'on peut le faire en augmentant les quotes-parts? Le dernier intervenant a parlé de changer la distribution au sein du programme. L'interprète s'excuse, le son a été coupé. On n'entend plus. Est-ce que ça serait une possibilité? Est-ce qu'il est possible que les producteurs payent cette couche de la prime et le gouvernement pourrait couvrir les coûts d'exploitation? Est-ce que c'est une combinaison de ces choses-là qu'on devrait présenter? Une autre chose qui est possible, on le voit souvent aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les pertes peu profondes qui sont couvertes. Est-ce qu'on peut le faire pour chaque ferme, pour chaque zone? Est-ce que ça devrait être complètement privé? Est-ce que, et avant le programme Western Cattle, est-ce que ça pourrait être semblable? Ce programme, le producteur paye la prime, mais les coûts administratifs sont maniés par le gouvernement. Est-ce que ça pourrait être privé si le gouvernement payait les coûts d'exploitation? Il y a plusieurs options à considérer. La prochaine diapo. Est-ce qu'on remplace l'agri-stabilité avec une assurance des revenus? Il y a aussi les problèmes de quote-part, mais il y aurait moins de coûts de transaction pour les producteurs.
est-ce qu'on remplace l'agri-stabilité avec un programme de marge de zone? Il y aurait moins de coûts de transaction. Il y aurait la question de la rapidité aussi. Une chose dont on n'a jamais parlé, et c'est lié à l'équité. Tous les niveaux de couverture sont en fonction des rendements, les revenus, les marges attendues, et on fixe un pourcentage. Mais on n'est pas obligé de fonctionner comme ça. Peut-être 70% de couverture, c'est seulement pour un événement une fois sur 100 ans pour un producteur et une fois sur 10 ans pour un autre producteur. Ça crée des inéquités. Est-ce que les niveaux de couverture pourraient être une fonction de la fréquence des pertes au lieu d'être un pourcentage de la marge attendue? Il faut savoir comment on déclenche ces programmes pour peut-être être un peu plus équitable. La prochaine diapo. On m'avait demandé de parler de l'assurance privée. Il y en a pour la propriété, pour le feu, aussi contre la grêle. Il y a des entreprises privées comme Global Agricultural Risk Solutions qui essaient de combler certaines lacunes, et je vais en parler sous peu. Il y a aussi les sociétés d'État provinciales qui achètent de la réassurance au marché privé. Il y a une participation, mais en général, c'est pas très important. Pas seulement au Canada, mais partout. L'assurance prévoyance tend à être seulement une petite partie de l'assurance dans le domaine de l'agriculture. La prochaine, maintenant, pourquoi si peu d'assurance privée, de rendement, de marge et de revenus? Il y a la prime pure, il y a des coûts d'administration et de fonctionnement, et comme les producteurs, eux, ils essaient de gagner de l'argent et ils veulent avoir un retour sur leur capital. Dans l'assurance publique, on a simplement une prime pure et il y a une subvention. C'est très difficile pour les entreprises privées de concurrencer l'assurance publique, pas seulement au Canada, mais partout ailleurs dans le monde. Certains producteurs ne veulent pas acheter l'assurance, ils préfèrent s'auto-assurer. La prochaine diapo. Mais où est-ce que les deux assurances peuvent coexister? Ça peut exister pour combler les lacunes. Il y a une augmentation de l'assurance privée entre cultivons l'avenir 1 et après, quand la couverture de la marge agricole est passée de 85 à 70%. Il y a les programmes qui essaient de combler ce risque. Et je parle aussi du plafond et des incitatifs. C'est quelque chose qu'on a vu depuis 12 mois. L'assurance privée a un incitatif. On permet que ces primes soient une dépense admissive pour l'agri-stabilité, mais ça n'empêche pas les paiements de s'effectuer. Il y a quelques années, ces paiements contredisaient les réclamations. La prochaine diapositive. À la différence du programme américain, je dirais qu'il y a tellement de différences entre le Canada et les États-Unis. Il y a beaucoup de différences,
mais dans un autre sens, il n'y en a pas tellement. Le gouvernement américain offre une assurance rendement spécifique à un produit, comme la agri-assurance du Canada. Et aux États-Unis, ils peuvent subdiviser la ferme. Ils offrent une assurance revenu spécifique, une assurance de rendement des revenus de la superficie non offert au Canada, et ils offrent plusieurs produits à faible perte. Ce n'est pas le cas au Canada, mais les États-Unis n'offrent pas un programme semblable au programme Agri-investissement du Canada. Avant de continuer, je dirais que les États-Unis semblent avoir plusieurs programmes, beaucoup plus de programmes. Tandis qu'au Canada, nous avons comme un programme auquel tout le monde doit s'éduquer. Le gouvernement américain fixe ou approuve les taux de primes. Comme au Canada, le gouvernement américain approuve les produits d'assurance à offrir, mais les assurés privés, courtiers en assurance, vendent des produits aux agriculteurs, contrairement aux sociétés d'État provinciales qui sont des administrateurs de programmes au Canada, et les assureurs jouent un rôle asymétrique dans la souscription de ces produits aux États-Unis. La prochaine diapo. Je viens de le dire. Le gouvernement américain n'achète pas des assurances privées, mais une chose que le Canada fait très bien et qu'on pourrait considérer ici. D'autres personnes en ont parlé. Il y a un mécanisme occasionné. Des groupes de producteurs peuvent présenter des régimes d'assurance à la considération du gouvernement. On peut dire que ce genre de régime pourrait fonctionner pour nos producteurs. Ils peuvent soumettre ça aux États-Unis, à USDA, pour leur approbation dans un certain processus, et ce programme proposé par l'industrie pour être subventionné aux États-Unis. Il n'y a pas une voie explicite pour ce genre de programme ici au Canada, pourtant. La prochaine diapo, c'est pour votre gouverne, c'est pour les sociétés d'État provinciales, ce qu'il y a dans les réserves, les dépenses A&O comme pourcentage de la prime. Il y a beaucoup de fonds dans les soldes de ces sociétés d'État provinciales. La prochaine. Ces sociétés d'État provinciales semblent avoir été moins chères que le remboursement des entreprises privées aux États-Unis. Elles achètent des réassurances. Et on a vu la réponse en Alberta. On vient de prendre des mesures en Alberta. Je pense que c'est à peu près tout. J'espère que je serai été assez bref pour tout le monde. Merci beaucoup, Alan. Je veux remercier de ces commentaires. Il y a de bonnes perspectives. Maintenant, Glenn Parks va faire sa présentation et on aura peut-être 20 minutes, on aura peut-être 10 minutes pour les questions à la fin. C'est à vous, Glenn. Vous êtes en sourdine, votre micro n'est pas allumé. L'interprète s'excuse, Glenn n'a pas encore ouvert son micro, semble-t-il. J'entends pas, Glenn. Est-ce que je suis le seul? Ah,
D'accord. Bon. Désolé. Je vais parler de l'économie des biens et services écologiques sur les terres rurales. Ils sont peut-être que c'est en dehors du sujet, mais je vais l'associer au sujet de ce panel. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Le contexte général de mes commentaires, c'est la reconnaissance qu'en plus des secteurs habituels, les terres agricoles produisent d'autres choses. Il y a certaines choses qui peuvent être considérées comme positives, mais je vais parler surtout de l'habitat comme la catégorie principale des biens écologiques. Mais les terres agricoles peuvent aussi causer des maux écologiques. J'ai fait beaucoup de travail sur ça, mais ma présentation ne va pas être concentrée sur ça. Je vais parler des biens écologiques et parler de 3 approches qu'on a utilisées pour la promotion des biens et services non traditionnels sur les terres agricoles. La prochaine diapo. On reconnaît dans cette diapo que je vais parler du travail que j'ai fait en collaboration avec des étudiants de 3e cycle qui ont travaillé sur plusieurs projets et qui ont présenté des mémoires de maîtrise, et on reconnaît le nom. La prochaine diapo. Les 3 approches dont je veux parler sont d'abord l'approche dominante utilisée pour obtenir de l'habitat sur les terres rurales, ce que j'appelle l'approche planification, désignation et réglementation. Le deuxième qui me semble meilleur, c'est la théorie des biens de club. Et je vais faire quelques commentaires sur une nouvelle stratégie de l'Union européenne qu'on appelle de la ferme à la fourchette. Maintenant, la prochaine diapositive. L'approche habituelle est celle que j'ai de la planification et la réglementation. Ça peut être des zones boisées, des terres humides. Quand c'est identifié sur des terres agricoles, on impose des contraintes normalement à l'échelle municipale, et la raison pour laquelle on le fait, c'est qu'il y a des avantages sociaux très importants si on encourage ces services sur l'habitat. Et c'est très bien, mais normalement, il n'y a pas d'indemnité sur le propriétaire. D'abord, ce n'est pas inéquitable. Il y a des avantages pour tout le monde de la société, mais c'est le propriétaire rural qui doit payer. C'est pas juste, et ces propriétaires ont aussi dit qu'ils ne sont pas justes, et ça crée ce qu'on appelle incitatif pervers. Ça veut dire que si vous êtes un occupant rural et il n'y a pas de plan et vous pensez que vous pouvez être confisqué, ça vous donne l'incitatif de faire quelque chose de proactif pour vous débarrasser de cet habitat. On voit que c'est arrivé assez souvent au Canada et aux États-Unis, et ça va à l'encontre de l'objectif de la politique du point de vue de la gestion du risque. Cette stratégie prend un acte écologique en passif pour le propriétaire. On veut se débarrasser, évidemment, comme propriétaire de ce passif, et on veut... La deuxième approche dont je veux parler, c'est dans la catégorie de ce qu'on appelle la théorie des biens de club. Très souvent,
on se limite aux biens privés et aux biens publics, mais aussi les biens de club. C'est une situation, un groupe de personnes s'organisent et mettent en commun leurs ressources pour atteindre un but commun. Ça peut être un club formel pour le ski ou pour le golf, mais ça pourrait être une autre sorte d'association. L'importance de ces club, c'est que le club s'associe pour offrir des avantages aux membres, mais ça offre des avantages à des gens qui ne sont pas membres aussi. Dans ce contexte, les chasseurs et des pêcheurs ont formé des organisations pour encourager les propriétaires des terres à modifier leurs pratiques de manière à accroître la richesse et l'abondance des espèces sauvages. Alors, l'habitat fait partie de la chaîne d'approvisionnement pour cette activité. Ils peuvent amasser des fonds de plusieurs façons et ils peuvent payer les propriétaires pour maintenir l'habitat sur leur terre. C'est le contraire de l'approche de désignation. Maintenant, ce qui était du passif, une responsabilité écologique, devient un actif pour le propriétaire. Et certains organismes ont travaillé là-dedans, c'est Truite illimitée, Canard illimité, Delta Waterfowl et mon travail, celui de mes étudiants, était avec Delta Waterfowl dans le programme ALUS. Les producteurs peuvent aussi élire. Si un producteur ne veut pas participer, il n'est pas obligé de le faire, mais si vous participez, vous recevez un paiement. Et ça va varier selon le genre de service que vous pouvez offrir sur votre terre. Et vous êtes récompensé pour l'offre de l'habitat. Et ça donne une certaine égalité avec d'autres secteurs de production. La prochaine diapositive. Alors, comment c'est lié à la gestion du risque? Il pourrait avoir un avantage avec cette stratégie parce que ça peut offrir des revenus qui n'est pas corrélé au prix des marchandises. C'est ce qu'on appelle un avantage d'équilibrer les ordres portés. Si la distribution des montants est indépendante, si vous avez une mauvaise année d'un côté, vous allez probablement pas avoir une mauvaise année dans l'autre portefeuille. Par contre, il est important de reconnaître que même si les conditions du marché peuvent tomber dans des situations difficiles, les œuvres de bienfaisance peuvent manquer à leurs engagements. Pendant la crise financière entre 2007 et 2009, certains organismes de bienfaisance ont fait faillite. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de risque, c'est une autre sorte de risque. Il y a aussi un aspect négatif dans le modèle ALUS. Ça crée une nouvelle demande pour les terres rurales qui n'existaient pas avant et les occupants actuels n'aimeraient pas peut-être voir qu'il y a de nouveaux acteurs ou des concurrents potentiels. La prochaine diapo même. On m'a demandé de parler du programme de la ferme à la fourchette. C'est une proposition dans l'UE très large. On essaie d'aborder tous les problèmes dans le système alimentaire. Il y a des résultats très précis. Par exemple, 25% des terres en production biologique. Et il y a eu des modélisations qui ont été faites du USDA. Et bon, si l'UE le ferait, il y aurait des augmentations de prix mondiales. Les agriculteurs au Canada pourraient en bénéficier car les prix des produits augmenteraient. Quels sont les commentaires? Bon, cela combine des problèmes ayant différentes causes.
Et ça serait mieux avec d'autres remèdes. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose si on fait cette amalgation. Il faut reconnaître que toute politique dans l'Union européenne est assujettie à la mise en œuvre des États membres et ça peut être une application inégale des États membres. Je ne crois pas que ça va être mis en œuvre. C'est une proposition dans sa forme actuelle. Bon, j'ai fait des comparaisons vis-à-vis des subventions dans l'Union européenne. Je vous dis d'être conscient du fait de la proposition que les subventions sont toujours plus vertes chez le voisin. Les producteurs en Europe croient qu'au Canada, il y a plus de subventions et c'est le cas vice-versa. Et des fois, c'est même pas le cas. Alors, je ne crois pas que le programme de la ferme à l'assiette est un modèle pour le Canada, même pas pour l'Europe en fait. Mais je crois que le modèle de club, des biens de club pourrait être avantageux aux propriétaires des terres au Canada. Et voilà l'exposé. Merci beaucoup. Merci Glenn. Merci beaucoup à tous les panélistes de vos exposés. Alors voilà la clôture de cet atelier. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la session des questions. Et un petit rappel, vous pouvez mettre vos questions dans la boîte de clavartage avec votre nom, votre organisation et à qui vous dirigez la question. Il y aura des questions posées en anglais et puis on a les interprètes qui vont pouvoir interpréter toutes les questions écrites en français. Cela étant dit, je cède la parole à Matt, si vous avez la première question prête, s'il vous plaît. Nous avons une question ici de BCAC pour Alan. Les sociétés de la couronne, et la recommandation d'acheter de l'assurance, est-ce que c'est tout simplement un outil? Est-ce que ça ajoute des coûts structurels au programme? On ne vous entend pas, Alan. Allumez le micro, s'il vous plaît. Désolé. Alors oui, il y a des prix structurels au programme et ces coûts d'assurance sont ensuite remis dans les primes et ensuite c'est divisé entre les producteurs et les gouvernements provinciaux et fédéraux. Oui, il faut dire que c'est une politique un petit peu bizarre. Je ne peux même pas penser à d'autres entités publiques dans un pays développé qui fait de même. USDA ne le fait pas, non plus ici au Canada. Alors oui, c'est bizarre, c'est très bizarre en fait. Je crois que l'Alberta s'est éloigné de cela pour leur agri-assurance et non pas pour le programme PIP. Merci, Alan. Matt, vous avez une autre question? Ou si quelqu'un d'autre veut rebondir sur la réponse, n'hésitez pas. Matt, une autre question, s'il vous plaît. À partir non, je ne vois pas d'autres questions. OK, ça va. Alors, je vais poser une question rapidement. Nous avons un peu de temps pour encore une autre question. Une question pour n'importe qui, peut-être plutôt pour Alan, Dave et Tyler. Les appels pour un soutien du gouvernement au cours de la COVID a montré une question fondamentale pour la GRE. Quel est votre point de vue du rôle du gouvernement vis-à-vis des pertes? Est-ce que la ferme doit être entière? Est-ce que c'est pour stabiliser les salaires? Ou est-ce que c'est tout simplement de les aider pour qu'ils ne font pas faillite? Qui veut commencer? Bon, j'ai une quatrième option. Oui, allez-y. Les producteurs au Canada ne devraient pas être déloyaux à l'échelle internationale.
Bon, si vous comprenez ce que je dis, alors si le gouvernement finance beaucoup plus qu'un autre gouvernement, ça pourrait créer une situation déloyale. Alors, le programme devrait s'assurer que nous ne sommes pas non déloyaux et pour que, donc pour que les producteurs soient toujours concurrents. Et bon, ce n'est pas le cas maintenant, et je vais le dire, les producteurs font preuve de concurrence, absolument, vis-à-vis de plusieurs secteurs, et nous exportons beaucoup, beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter par rapport à ce qu'on croit devrait être le rôle du gouvernement? Alors, je fais écho à ce que Alan a dit. Mais il faut avoir des objectifs beaucoup plus clairs du gouvernement. Ça, c'est bon, si l'objectif est de soutenir la croissance au sein du secteur. Et donc, je ne crois pas bon, tous les secteurs doivent être équitables et nous ne devons pas forcément traiter toutes les personnes de la même façon. Alors, ce que je veux dire par cela, bon, si on sait que la plupart de la croissance provient des données démographiques plus jeunes, il se peut qu'on devrait se diriger ou on devrait se concentrer, c'est l'argent GRE, pour soutenir ceux qui sont à plus grand risque. Alors, je suis prudent quand je dis cela, car des fois, cela pourrait créer des conséquences inattendues. Mais ce qui n'est pas là au niveau gouvernemental, c'est un cadre transparent vis-à-vis des objectifs du gouvernement. Parfait, merci Tyler. Dave, vous avez des commentaires? Ben oui, pourquoi pas. Alors, la rentabilité de chaque ferme incombe aux producteurs. Alors, une perte catastrophique à cause d'un événement naturel ou géopolitique, bon, tout ce qui ne peut pas être contrôlé par le producteur, devrait être la responsabilité du gouvernement. Entre soutenir la croissance et la stabilisation des argents, bon, ça c'est un peu flou. Tout dépend du niveau du soutien. Mais une ferme devrait pouvoir surmonter la plupart des tempêtes. Et oui, je sais qu'il y a des mauvaises années, des bonnes années et des années moyennes, mais seulement dans les mauvaises années, on devrait avoir un soutien pour les producteurs. Bon, il y a 20 ans, il y avait plus de soutien aux besoins. Et il y a des producteurs qui veulent toujours avoir ce soutien. Écoutez, le soutien, c'est là comme un garde-fou. Et ce n'est pas une chose qui devrait être présente chaque année. Parfait. Avons-nous le temps pour une autre question? Ou est-ce qu'on devrait clore la session? Matt, des questions dans le chat ou non? Dans la boîte de clavardage? Non, non. Parfait. Alors, Stu, si vous voulez donner vos mots de clôture. Alors, dans l'exposé de Dave, bon, il y avait la question de high stabilité et la rapidité d'exécution. Il faut examiner cela. Et je travaille, moi, dans le domaine de comptabilité. Et on sait qu'on contribue à ce problème. En tant que comptable, il faut voir comment nous pouvons mieux faire les choses quant à la rapidité d'exécution de l'assurance. C'est une responsabilité partagée avec les producteurs. Alors, on ne peut pas soumettre les demandes sans une bonne communication. Alors, il faut travailler ensemble. Il faut aider les producteurs à soumettre leurs demandes. Alors, Dave a bien dit ça. C'est une chose qui doit être améliorée.
Bon, c'était mon plaisir d'être l'animateur. Aujourd'hui, j'aimerais remercier tous les panélistes, encore une fois, d'avoir pris le temps d'être venus avec nous et de partager leurs idées. On aimerait remercier le public aussi de leur participation. Merci des questions. Et j'espère qu'on pourrait inclure ces idées que nous avons entendues aujourd'hui pour les cadres de la GR 2023. Cela étant dit, je cède la parole maintenant à Marie. Merci beaucoup, Stu, et merci à tous les panélistes, les conférenciers, Alan, Dave, Tyler, Glenn. C'était une discussion très importante. J'aime bien, bon, je suis contente du fait que vous avez passé du temps à bien vous organiser pour la session d'aujourd'hui. Et j'ai hâte à la conversation que cela va créer au sein de nos organisations et dans la communauté d'agriculture.